Face à cette métamorphose, ceux qui s'accrochent aux schémas coloniaux risquent de tout perdre. Une révolution silencieuse s'installe. Ignorer ce basculement, c'est passer à côté de la montée d'une puissance africaine décidée à bouleverser les codes. C'est comme si, d'un coup, la table du jeu mondial avait été renversée et que les cartes étaient redistribuées. Et si le centre de gravité du monde s'inversait vraiment? Imaginez un instant. Et si, désormais, ce n'était plus l'Afrique qui tendait la main, mais le reste du monde qui devait s'adapter au réveil africain. Au Burkina Faso, un événement d'une rare violence vient de frapper le pays. Une attaque meurtrière endeuille plusieurs dizaines de familles. Pourtant, au lieu de s'effondrer, le pays refuse la posture de victime et se relève, plus déterminé que jamais. C'est un électrochoc pour toute la région. Ce qui se joue à Ouagadougou n'est pas une péripétie locale, vite effacée des mémoires. C'est un séisme politique, une déclaration mondiale. L'Afrique n'est plus une victime passive, elle impose dorénavant ses règles. Le Burkina Faso se hisse ainsi au rang de symbole d'un mouvement continental, où la souveraineté et la dignité se revendiquent sans concession. Il y a quelques décennies, lorsque l'Algérie a mené sa guerre de libération, le retentissement a dépassé ses frontières. Aujourd'hui, l'impact du Burkina Faso résonne de la même façon, mais à l'ère numérique, chaque acte se diffuse instantanément sur tout le continent. Le président Ibrahim Traoré pose un acte inédit et profondément symbolique. Il rejette frontalement l'aide occidentale. Fini l'attente, fini le regard tourné vers l'extérieur. Il proclame que le Burkina Faso n'attendra plus d'approbation ni de charité. À la place, il engage une transition audacieuse. Renforcer les capacités nationales, produire ses propres moyens de défense et reprendre la plume de son histoire. Ce geste n'est pas sans rappeler d'autres tournants historiques. Souvenez-vous par exemple du Ghana de Kwame Nkrumah dans les années 60, qui osa défier l'ordre colonial et affirmer son autonomie. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'inscrit dans cette veine, en allant encore plus loin. Pour saisir la portée de ce choix, il faut plonger dans la nouvelle guerre de dignité qui redessine l'avenir du continent. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Qu'est-ce qui a conduit à ce refus catégorique de la dépendance? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de la crise et analyser les pressions qui pèsent sur le Burkina Faso. Pourtant, ce drame n'arrive pas de nulle part. Quelques jours auparavant, une délégation américaine de premier plan atterrit à Ouagadougou. Récompenses, promesses de partenariat, honneur, tout est mis sur la table pour séduire le président Ibrahim Traoré. Mais il refuse sans détour, décline les offres, refuse la main tendue. Son message claque comme un avertissement. Le Burkina Faso ne s'achète pas. Une attaque sanglante, une onde de choc national, une solidarité jamais vue. C'est ainsi que l'histoire s'ouvre. Juste avant l'aube, une embuscade méthodique frappe l'armée burkinabé près de la frontière orientale. 50 soldats, jeunes et anciens, pères et frères, sont pris au piège, fauchés dans la surprise et la fureur. La nouvelle transperce le pays, la douleur se répand dans chaque ville, chaque village. C'est un peu comme en France lors de la Première Guerre mondiale, lorsque chaque village pleurait ses fils tombés au front. Le pays refuse de céder. Plutôt que la peur, c'est l'unité qui prend le dessus. Des funérailles nationales sont organisées, les drapeaux baissés dans tout le pays, les écoles fermées pour honorer les morts. Mais ce deuil devient un cri, un pacte de résistance. Partout, la solidarité jaillit, la mobilisation citoyenne prend forme. On voit des files d'attente pour donner du sang, des collectes de vivres pour les familles touchées, une générosité spontanée comme rarement observée. L'attaque survient, et la coïncidence fait exploser les soupçons. Dans les rues, sur les ondes, une rumeur s'insinue. Ce massacre serait une punition déguisée, une vengeance pour avoir osé résister à l'Occident. La colère enfle, la population ne vise plus seulement l'ennemi visible, mais aussi l'idée même de domination étrangère. L'humiliation se mue en colère, puis en détermination. On retrouve ici une logique déjà observée lors des indépendances africaines, quand tout geste d'émancipation se heurtait à des représailles directes ou indirectes. Sous la douleur, pourtant, germe autre chose. Une réflexion stratégique, discrète, qui commence à dépasser la simple riposte militaire. La nation cherche désormais des réponses qui dépassent la logique de la violence. Une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, fondée sur la souveraineté et l'audace. C'est le même esprit qu'on retrouve lorsqu'un peuple, au bord du gouffre, décide de ne pas se laisser abattre et de créer la nouveauté à partir de la crise. Dans Ouagadougou, les portraits des soldats tombés sont hissés comme des étendards.
Les familles endeuillées sont entourées, portées par une énergie neuve. Pas de vengeance aveugle, mais la promesse de ne plus jamais subir. Ici, ignorer la fierté et la résistance, ce serait accepter que l'Afrique soit condamnée à subir l'histoire au lieu de la façonner. On se rappelle aussi la réaction des Américains après le 11 septembre 2001. Loin de s'effondrer, la société a resserré les rangs. Dans la pénombre des hangars, la souveraineté se façonne patiemment, composant une nouvelle réalité au Burkina Faso. Ce que beaucoup jugeaient irréalisable se concrétise. Là où jadis on attendait des cargaisons étrangères, les usines de drones émergent du sol. Chaque pièce, chaque ligne de code, chaque fuselage est conçu par des ingénieurs burkinabais, formés localement. Fini le temps de la dépendance aux dons étrangers. Ce processus rappelle l'industrialisation rapide de l'Inde dans les années 50, quand le pays a choisi de construire ses propres usines d'acier. C'est une révolution feutrée, mais inarrêtable. À Ouagadougou, des jeunes diplômés s'activent jour et nuit. Ils réparent, innovent, testent. Leurs drones ne sont pas que des armes, ils incarnent une indépendance retrouvée, une dignité attendue depuis tant d'années. Les étudiants en électronique, en informatique et même en design travaillent ensemble, parfois dans des locaux improvisés, parfois dans des laboratoires flambant neufs mis à disposition par l'État. Les écoles techniques ajoutent de nouvelles filières. Des concours d'innovation sont lancés dans les universités. Tandis que l'Occident s'interroge, les alliances évoluent dans l'ombre. La Russie, alliée stratégique, intervient sur invitation sans jamais imposer sa volonté. Les conseillers russes partagent leur savoir, mais la doctrine reste forgée ici, sur la terre africaine. Ce modèle d'alliance rappelle celui du Vietnam dans les années 70, qui a su utiliser les soutiens extérieurs tout en gardant la main sur sa stratégie. Le président Traoré proclame la doctrine Cool Pelgo. Son ambition, faire de chaque citoyen un acteur et un protecteur. Les civils reçoivent une formation aux premiers secours, à la défense locale, à la surveillance et au renseignement. Désormais, frontières et villages sont surveillés non seulement par des hommes, mais aussi par l'intelligence artificielle. Capteurs, drones autonomes, analyse en temps réel, tout est pensé et ajusté à domicile. On voit, dans certains villages, des comités de vigilance se former. Dans d'autres, des applications mobiles permettent de signaler toute activité suspecte. L'arme la plus puissante du Burkina Faso n'est plus le fusil, mais la mobilisation populaire. Les artistes motivent la jeunesse. Fresques, chants, poèmes deviennent des cris de ralliement. Parfois, les écoles se transforment en ateliers d'idées ou d'entraînement. Les chefs religieux, imams, pasteurs ou prêtres traditionnels appellent à l'unité et à la paix, prêchant la solidarité sacrée autour de la patrie. Des cérémonies interconfessionnelles sont organisées, unifiant musulmans, chrétiens et animistes autour de la cause commune. La militarisation change de visage. Elle se veut démocratique et inclusive. Maires, paysans, forgerons, élèves, tous s'intègrent à la défense nationale. Les anciens transmettent leur sagesse, les jeunes inventent des parades, les femmes deviennent intendantes, stratèges, parfois commandantes. Une nation entière devient un rempart vivant. Cette dynamique collective évoque le modèle israélien, où le service militaire est un rite de passage partagé par toutes les couches de la société. Mais dans cette audace plane un risque. Croire encore que l'Afrique n'avance qu'avec tuteurs, c'est ignorer la naissance d'un modèle inédit de résilience. Refuser de voir ce qui s'invente ici, c'est nier l'émergence d'un paradigme africain nouveau. Il suffit de regarder l'évolution du Rwanda après le génocide. Personne n'aurait cru à une telle reconstruction et à une telle croissance. Et pourtant, le pays a su inventer ses propres solutions. La transformation du Burkina Faso dépasse déjà ses frontières. Un élan discret gagne la région, prêt à bouleverser l'équilibre de tout un continent. Dans les réseaux sociaux, cette fierté nouvelle se répand. Des vidéos virales montrent la mobilisation, les innovations techniques, les discours inspirants du président Traoré. Au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, des jeunes s'inspirent de cette dynamique et lancent des mouvements similaires. Mais cette ascension ne se fait pas sans obstacles. Les résistances intérieures et extérieures, souvent invisibles, guettent chaque avancée. Certains notables, attachés à l'ancien ordre, freinent les initiatives. Des groupes armés, parfois manipulés de l'extérieur, cherchent à saboter la cohésion. Les sanctions économiques, les blocages d'aide, les campagnes de désinformation constituent autant de défis à relever. Au cœur du Burkina Faso,
une doctrine nouvelle se propage tel un feu de brousse. La tragédie soude le pays, mais ce sont désormais les peuples africains qui bâtissent, pierre après pierre, leur propre mur de résistance. On assiste à la naissance d'une communauté d'entraide régionale où chaque pays partage ses ressources, ses experts, ses outils technologiques. On pourrait comparer cela à l'Union européenne naissante lorsque la communauté européenne du charbon et de l'acier a posé les jalons d'une paix durable. En quelques semaines, les frontières du Sahel basculent. Le Mali et le Niger, rompant l'isolement, rejoignent le Burkina Faso pour former une alliance militaire sahélienne. Ce pacte va bien au-delà d'une coordination tactique. Il marque la naissance d'un front continental où la solidarité devient force stratégique. Les chefs d'état-major se réunissent régulièrement, les exercices conjoints se multiplient, les laboratoires de recherche coopèrent sur la cybersécurité et la fabrication de matériel. La doctrine de riposte africaine se précise. Elle ne repose plus seulement sur les armes, mais s'appuie sur 3 piliers. D'abord, l'autosuffisance radicale. Chaque pays s'efforce de produire localement ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de nourriture, d'énergie ou d'équipement. Ensuite, la disruption stratégique, le recours à l'innovation, à la guerre de l'information, à la diplomatie parallèle. Enfin, la militarisation civique. Chaque citoyen se fait acteur de la défense nationale, chaque village devient un bastion, chaque ressource un enjeu vital. C'est un modèle hybride, à mi-chemin entre la Suisse, célèbre pour sa défense populaire, et Israël, pionnier de l'innovation militaire. Ce choix implique une redirection majeure de l'aide internationale. Les budgets, jadis consacrés à l'éducation, à la santé ou aux infrastructures, financent désormais la sécurité et la défense. Ce transfert, s'il inquiète certains, est vécu par d'autres comme une nécessité absolue. À l'étranger, ce virage dérange, suscite l'incompréhension, parfois la colère. Localement, l'adhésion est presque totale. L'aide n'est plus perçue comme une béquille, mais comme un outil de souveraineté. De nombreux pays africains avaient déjà expérimenté une telle réorientation durant les périodes de guerre civile ou de menaces sécuritaires, mais rarement avec un tel consensus populaire. Face à ce bouleversement, la France tente de préserver son influence par pression diplomatique et économique. Les États-Unis hésitent, oscillant entre menaces et promesses de coopération. La Russie y voit une chance d'étendre son ancrage militaire, tandis que la Chine s'engage dans un dialogue discret, misant sur des alliances renouvelées. Mais, pour la première fois, ce sont les nations africaines qui mènent la danse. Le paradigme du partenariat asymétrique semble s'effriter, au profit d'un rapport de force plus équilibré. Au centre de cette révolution, un projet de monnaie sahélienne adossé à l'or surgit, défiant l'ordre monétaire hérité de la colonisation. Les accords du passé sont remis en cause, les réserves nationales mobilisées. L'idée chemine. L'Afrique peut-elle enfin contrôler ses propres richesses sans subir les diktats extérieurs? On se souvient que, dans les années 70, la Libye de Kadhafi avait tenté une démarche semblable avec le dinar or. Aujourd'hui, l'expérience burkinabé bénéficie de technologies nouvelles et d'une solidarité régionale inédite. Mais si la résistance s'organise, des défis colossaux surgissent, menaçant l'unité fragile de l'Alliance. Une nouvelle épreuve attend les dirigeants africains, et la moindre erreur pourrait faire vaciller tout l'édifice. Les risques sont nombreux. Tentatives de déstabilisation, attaques hybrides, pression sur les marchés mondiaux du coton ou de l'or, infiltration de groupes armés. La vigilance s'impose à chaque niveau. À ce stade, il apparaît que la crise n'est plus locale. Le public réalise qu'il assiste peut-être à un basculement géopolitique africain, alors que l'histoire s'écrit sur les rives du Niger et dans les rues de Ouagadougou, sous le regard inquiet ou admiratif du monde. Les médias internationaux, d'abord sceptiques, s'intéressent désormais à chaque prise de parole, à chaque initiative. Des reportages affluent, des experts analysent la portée du mouvement. Des universitaires, en France ou aux États-Unis, commencent à enseigner la doctrine burkinabé dans leurs cours de relations internationaux. La liberté ne se mendie plus. Au Burkina Faso, elle se construit, se protège et s'enseigne, pierre après pierre. La souveraineté n'est plus un don tombé du ciel, mais une conquête collective, forgée par la volonté du peuple et l'épreuve du réel. Cette démarche se retrouve aussi dans la réforme de l'enseignement. Les programmes scolaires intègrent l'histoire locale, l'apprentissage de l'autonomie, la fierté culturelle. On enseigne aux enfants les langues nationales, on valorise les savoir-faire traditionnels et la créativité locale. Désormais, chaque citoyen,
du plus jeune au plus âgé, participent à l'écriture de cette nouvelle histoire africaine. La défense du pays ne se limite plus aux armes, elle s'infiltre dans la culture, l'éducation et même la spiritualité. Dans les écoles, on enseigne la résilience. Dans les familles, on transmet la mémoire des luttes. Les artistes, eux, célèbrent la force intérieure du peuple. Des concours de poésie patriotique sont organisés. Des festivals de musique engagés mobilisent la jeunesse. La nation tout entière se lève, soudée, pour se forger une identité capable de résister à toutes les tempêtes. Ce qui se joue ici dépasse la guerre ou la politique. Chaque deuil, chaque attaque, chaque épreuve devient moteur de progrès collectif. L'échec n'est plus une honte, mais la première marche d'une stratégie nouvelle. On apprend à transformer l'adversité en ressource, à utiliser chaque crise comme une opportunité de réinventer les règles. Chacun, à son échelle, contribue à briser les chaînes de la dépendance. Le risque aujourd'hui, ne pas saisir la profondeur de cette transformation. Fermer les yeux, c'est accepter de rester prisonnier des anciennes définitions de la liberté et dépendre sans fin des puissances extérieures. Les plus sceptiques, souvent, sont ceux qui n'ont pas mesuré la force d'un peuple uni autour d'un projet commun. Le modèle burkinabé invite chacun à transformer la peur en solidarité et la douleur en puissance. Mais la stratégie ne s'arrête pas au front. L'indépendance économique, militaire et culturelle prend racine dans les ateliers, les universités, les champs et les lieux de culte. L'autosuffisance n'est plus un rêve lointain, mais un programme concret, étudié et mis en œuvre chaque jour. Par exemple, on observe la multiplication des coopératives agricoles, la relance des filières textiles, la création de start-up technologiques pilotées par des jeunes locaux. L'Afrique, observant le Burkina Faso, se retrouve à la croisée des chemins. Continuer à tendre la main, ou se lever pour bâtir, protéger et enseigner sa propre souveraineté. Reste une question brûlante. Serons-nous simples spectateurs, ou bien acteurs de ce réveil africain? L'Afrique ne sollicite plus la permission d'exister, elle s'en empare. Face à ce basculement, une question demeure. Que ferez-vous de cette histoire, maintenant qu'elle vous appartient aussi? Allez-vous transmettre ce récit, l'approfondir, en discuter avec vos proches, ou bien rester à distance, indifférent? Le choix appartient à chacun. Mais ce réveil n'est pas sans obstacle. Les ennemis de la souveraineté africaine guettent chaque faux pas, prêts à frapper là où la détermination vacille. Le cyberespionnage, la corruption, les divisions internes représentent des menaces réelles. Pour y faire face, des mesures concrètes sont prises. Transparence dans la gestion publique, multiplication des audits citoyens, développement d'un journalisme d'investigation indépendant. Fermer les yeux sur ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, c'est accepter que le silence efface l'espoir de tout un continent. Ce qui se joue dépasse largement les frontières ou les symboles. C'est la dignité, l'identité et l'avenir de dizaines de millions de vies africaines qui se trouvent en jeu. L'enjeu est aussi universel. Il s'agit de savoir si, au XXIe siècle, un peuple peut réellement décider de son destin sans tuteur, sans intermédiaire. Le mouvement, né au Burkina Faso, porté par une jeunesse déterminée et un peuple uni, rappelle au monde que l'Afrique façonne désormais son propre destin. Ignorer cette transformation, c'est laisser s'éteindre une voie qui, pour la première fois depuis longtemps, refuse de plier. Il ne s'agit pas seulement d'une renaissance politique ou militaire, c'est l'émergence d'un laboratoire d'idées, d'une révolution culturelle, d'une énergie neuve animée par toutes les générations. C'est également un appel à la diaspora africaine, souvent en première ligne dans l'innovation, à se mobiliser pour accompagner cette dynamique. Le choix est simple, mais il engage. Rester spectateur silencieux ou participer à l'éveil d'un continent qui ne veut plus jamais plier. Soutenez ce souffle, questionnez, échangez et faites circuler ce qui se construit, souvent dans la douleur, toujours dans la dignité. Participez au débat, encouragez les initiatives, proposez des solutions concrètes, même modestes, car chaque geste compte. Oser raconter ce renouveau, c'est résister à l'indifférence et au cynisme. En relayant ces histoires, en les discutant, vous devenez les témoins actifs d'une nouvelle ère. Chaque mot, chaque image, chaque récit compte pour transformer le regard que le monde porte sur l'Afrique. Comme l'a montré l'histoire des droits civiques aux États-Unis, raconter, documenter, témoigner permet de changer durablement les mentalités. L'Afrique d'aujourd'hui n'attend ni pitié ni permission. Elle réclame le respect.
Que retiendrez-vous de cette histoire? Le futur s'écrit maintenant, et chacun de nous a sa part à jouer. Prenez position. Soyez de ceux qui, demain, pourront dire « J'ai vu l'Afrique se lever et j'y ai cru ».